Il est à l'origine du centre d'écologie à l'université Chouaib Douali. Il a été à la tête de plusieurs organisations internationales qui luttent contre la désertification. Il a aussi participé à plusieurs colloques au niveau national et international. Et il va nous entretenir aujourd'hui sur l'espace vert du littoral de la baie de Hawzia, un patrimoine écologique et environnemental à réhabiliter, à protéger et à préserver. C'est un peu le poumon des Jalidas. Vous connaissez tous la petite forêt des Jalidas, son état aussi. Tous ceux maintenant qui partent, qui prennent la route vers Casablanca, se rendent compte des dégâts qui touchent cette forêt et qui a une importance encore plus grande aujourd'hui qu'avant, vu la situation environnementale des Jadidas due à ce que vous connaissez, à la zone qui n'est pas très très loin et qui a un impact sur l'environnement très palpable d'ailleurs. Chacun de nous peut le sentir au quotidien. Ce qui rend cet espace encore plus important. Et comme dit le professeur, qu'il faut réhabiliter, protéger et préserver. Merci beaucoup, cher professeur. Je vous donne la parole. À remercier la Fondation d'avoir pensé à ces communications sur l'environnement. C'est des choses que j'attendais depuis que je suis à El Jalida en 1986. J'étais ici à El Jalida et j'œuvrais beaucoup dans l'environnement et surtout les problèmes de désertification, etc., en utilisant comme moyen la télédétection spatiale et tout ça. Bon, je vais être le plus simple possible pour ne pas rentrer dans le côté scientifique qui va nuire à tout le monde, mais là, on va essayer de simplifier le plus possible pour se faire comprendre. Je tiens à féliciter Sihmet, c'est ça, pour le fait qu'il est en train d'œuvrer dans le bien-être d'El Jalida. Ce n'est pas une chose facile, mener des associations, etc. Ça, j'en connais très bien et je sais le fardeau qu'il porte pour faire arriver les choses à terme. Mais la présentation que je vais vous faire bénéficier aujourd'hui, en fait, il y a des messages, il y a des messages très importants et qui vont obliger Sihmet à travailler encore plus. Parce que là, à partir de ce moment, je vais lui confier des messages très importants et je pense que si la Fondation va dans ce sens, c'est un bon début pour améliorer l'environnement au Maroc. Bien, alors comme aussi je vais le dire, donc vous voyez l'espace vert du littoral de la baie de Hawzia, patrimoine écologique et environnemental à réhabiliter, à préserver, à protéger et à préserver. C'est des mots un peu forts. Ce n'est pas n'importe qui peut dire ça. Ça doit émaner d'études scientifiques approfondies pour arriver à dire ces mots-là. Ce n'est pas une chose aussi facile qu'on le croit. Mais avant d'aller vers le vif du sujet qui est l'espace vert du littoral de la baie de Hawzia, je vais passer en revue un petit peu certaines choses d'ordre général concernant les problèmes environnementaux. Et puis après, on arrivera à El Jalida. On peut passer. Bien, là, nous avons un premier tableau qui nous donne un petit peu une idée sur l'évolution de l'occupation si vous voulez, des terres entre, si vous voulez, 1700, l'année 1700 et 1990, donc selon les auteurs que vous voyez là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On peut appuyer. Alors là, c'est un tableau, donc une figure de ce tableau-là. Et comme vous le remarquez, bon, je n'ai pas de bâton. Donc, comme vous le remarquez, il y a je me suis intéressé à trois éléments importants. Il y a la planète entière, il y a l'Europe et il y a l'Afrique du Nord. Juste pour donner une idée. Donc, comme vous le remarquez, l'expansion des terres de culture,
Depuis 1700, ça a été multiplié par 6 fois. Vous avez là-haut, au niveau de l'Afrique du Nord, hein, ça a été multiplié 5 fois. Alors qu'en Europe, ça a été multiplié uniquement 2 fois. Si vous prenez les forêts, hein, vous remarquez qu'à l'échelle mondiale, ils ont régressé d'un quart à peu près de la superficie. Au niveau de l'Afrique du Nord, ils ont régressé de la moitié. Et en Europe, ils sont restés presque inchangés. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que l'Europe protège bien son environnement. Hein? Mais comme vous le voyez, les terres de culture n'ont pas subi d'extension, mais parce qu'ils travaillent bien leur sol. Comme le dit l'Organisation des Nations Unies, le volet environnement, ben, il stipule que si vous avez un terrain, si vous avez une parcelle de terrain que vous cultivez, alors cette parcelle de terrain, au début, il y avait une forêt. Donc il y avait une productivité. Peu importe le climat où elle se trouve. Alors si vous cultivez cette forêt et que le rendement est plus bas que ce que produisait l'écosystème d'avant, c'est que vous pratiquez une désertification. Donc nous, on a une extension importante des terres de culture, mais le rendement, il est faible. C'est qu'on est en train de pratiquer de la désertification. Les forêts qui ont régressé en Afrique du Nord, comme vous le voyez, ben, au Maroc par exemple, si vous prenez le Maroc, nous n'avons que 8, à peu près 6% de forêts qui couvrent notre territoire. En France, vous avez 34%. En Europe, en moyenne, entre 30 et 34. Les normes internationales stipulent que si vous voulez que votre environnement soit le minimum possible, si vous voulez qu'il soit un petit peu bon, le minimum possible, il faut avoir 20% de forêt d'écosystème. Je dis bien forêt, ça veut dire, pour moi, écosystème fonctionnel. On est très loin, le Maroc est très loin, l'Afrique du Nord est très loin de tout ça. Et pour arriver à ces 20%, il faut que, par exemple, le Maroc, il faut qu'il reboise, il fait un reboisement d'écosystème. Il faut réhabiliter son écosystème. Il faut 400 ans avec 40 000 hectares par an pour pouvoir atteindre 20%. Les 20%, à condition que ça réussisse 100%. Donc, nous avons des efforts à faire dans ce sens. Donc, juste à titre de comparaison. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un impact? Bien sûr, l'impact est très important. Nous avons réalisé des projets ici pour la province en 2008, je pense. C'était un projet où il a participé 30 professeurs à l'université avec des Suisses sur le Grand El Jadida pour voir quels sont ce qu'on appelle les dommages et les coûts de dommages et les coûts de remédiation. Nous avons fait ce travail-là, c'était un travail colossal. Et là, le rapport, il est à la province. Donc, il y a un rapport, il faut le voir. Alors là, comme vous voyez, il y a un coût à la dégradation et à la désertification, il y a un coût. La perte du bien-être, la perte économique, tourisme, etc., perte de cadre de vie, etc., ça se répercute sur la santé, etc., etc. Il y a plein de... Et ça se calcule, tout ça. Ça se calcule, il y a des experts internationaux qui font des calculs. Il y a des bases de données, si vous pouvez le faire aussi à l'échelle régionale, vous rentrez les bases de données et vous pouvez faire ces calculs-là. Mais comme vous le voyez, en 2000, il y avait le coût de dégradation de l'environnement au Maroc, c'est 13,7 milliards de dirhams par an. Et en 2014, ça c'est le rapport de la Banque mondiale, 15 milliards de dirhams par an. Donc, nous n'avons pas progressé. Nous avons des problèmes toujours dans ce sens. Alors, si on va un petit peu dans le côté sectoriel, vous avez au niveau des parcours et forêts, nous avons en 2000 250 millions de dirhams et en 2014 40 millions de dirhams. Quand même, on dirait qu'il y a un entretien un petit peu des forêts, mais l'entretien de ce qu'on a, ce n'est pas une progression.
Les terres de culture, comme vous le remarquez, regardez, en 2000, 1,12 milliard de dirhams et en 2014, 5 milliards de dirhams. Hein? Les terres de culture, c'est la source de problématiques pour l'environnement au Maroc. Pour le littoral qui nous intéresse et dont on va revenir là-dessus, en 2000, 2 milliards de dirhams par an et en 2014, 2,5 milliards de dirhams par an. Donc c'est statu quo, hein? Donc il n'y a pas de grand effort dans ce sens-là. Alors quel est l'impact? Bon, on va revenir à ça, hein? Il faut essayer de vous rappeler de ça, donc on va y revenir. Quand il y a une dégradation de l'environnement, c'est une chaîne, hein? C'est une chaîne de malheur, si on veut dire. Il y a la baisse de productivité des écosystèmes, la forte dépendance toujours des précipitations, les aléas, etc. Vous avez l'instabilité de la production, généralement, que ce soit agricole, que ce soit écosystémique et tout ça. Vous avez l'instabilité de l'économie des foyers, la pauvreté et la migration et des problèmes locaux, régionaux, nationaux et internationaux, bien sûr. Donc tout ça, hein, c'est une chaîne. Hein, mais les gens ne savent pas pourquoi il y a des migrations, pourquoi ça. Mais là, c'est la problématique. Alors, pour visualiser cette chaîne-là, cette chose, je vous donne ici un résultat de master international entre la faculté des sciences et l'université de Pas-de-Calais que j'avais dirigé. Et là, ça concerne un petit peu l'évolution des services écosystémiques de la subère et de l'Esliman. Hein. C'est Quercus subère, hein, le chêne qui donne les glandes, hein, qu'on mange. Et là, c'est une comparaison entre ce que offrait cette forêt à la population riveraine avant 1981 et ce qui s'est passé après, en 1900, si vous voulez. Le travail a été fait en 2022, hein, il a été présenté, mais là, ça représente après 1981. Mais comme vous voyez, vous avez la même échelle. Donc ça, c'est les services écosystémiques. La forêt offrait des myrtes. Hein. Il y avait les myrtes, il y avait la menthe polio, il y avait l'origan, zacre, hein, fluo, zacre, il y avait les glands, il y avait beaucoup de... Hein, les dahlias pour le pâturage et tout ça, c'était important. L'affouragement du cheptel, il pouvait être pas mal, etc. Le bois de feu. Il y avait plein de choses. La population, il bénéficiait beaucoup des atouts de cet écosystème. Alors maintenant, regardez, c'est la même, hein, ce qui est en vert, c'est ce qui est en rouge ici. On dirait que l'écosystème est mort. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a la forêt, hein, mais les arbres sont espacés. Il y a des espèces hein, qui vous donnent l'impression que c'est une forêt, mais ils ne servent plus à rien pour la population. Parce que quand on a le phénomène de dégradation, fait qu'il y a disparition d'espèces et apparition d'espèces. Hein, et donc, il y a toute une dynamique. C'est ça ce qui fait complique l'existence concernant cette désertification. Là, je vous donne aussi un autre exemple sur le Sahel. Alors, le Sahel, Doukala Abda, c'est le Sahel sud, Doukala, nord d'Abda. Et là, c'est un travail que moi-même j'avais, donc ça s'est fait partie de la thèse 3e cycle, hein, la première thèse. Donc là, ça, c'est l'écosystème ancien. Alors, il y avait de l'arganier, il y avait de l'oléastre, et il y avait plein de plantes. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec la dégradation, la pression humaine, pâturage intensif, etc., extensif. Hein. On va voir. Voilà, ça c'est une zone de transition, ça c'est le sous-bois de l'argannerie, le sous-bois. Il y avait des espèces même endémiques, très importantes, qui ont disparu. Et là, on arrive à ça. Le Sahel, il est complètement comme ça, maintenant. Donc le sol, hein, il n'y a plus de plantes, le sol a été transporté par le vent, et il ne reste que des lapiaises, qu'on appelle les lapiaises, au sein desquelles se réfugient quelques espèces herbacées, hein, mais qui ne sont pas très palatables, qui ne servent pas beaucoup au cheptel. Et là, c'est donc, bien sûr, c'est la chaîne dont on a parlé, la pauvreté, hein, le cheptel, il mourait parce qu'il mangeait des espèces toxiques, donc mauvaise digestion et tout ça, et bien sûr, la pauvreté, la migration, etc., etc. Vas-y. Et là, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les paysages quand on a un problème de désertification.
le passage de ce côté-là vers là, quand on étudie la flore, bah, il y a toute une dynamique. Il y a des espèces qui étaient au début au sein de cette formation, quand elle était en bon état. Ces espèces sont des espèces très fourragères, des espèces, il y en a médicinales, il y a tout ce que vous voulez, de bonnes espèces, mais avec le temps, vous voyez, quand on va dans ce sens, ça évolue dans ce sens-là. Et vous voyez comment ça évolue? Il y a des espèces qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, etc. Nous, on a les moyens d'étudier ça, on a les moyens de savoir quelle est la zone de transition, etc., etc. Mais là, vous n'avez que des espèces là-haut qui sont refusées carrément, qui ne sont pas broutées par le cheptel, ni rien du tout, ne servent pas à grand-chose. Bon, toutes les espèces, au fait, c'est des usines, mais elles ne servent plus à grand-chose pour les riverains, pour le... Bon, là, c'est une façon, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, c'est une façon de savoir à quel stade, quand vous êtes sur une place, sur un parcours, vous savez à quel stade vous êtes de dégradation. Si vous voulez réaménager, vous savez combien d'années il vous faut pour revenir à l'écosystème qui était auparavant. Oui. Bon, ça, c'est des calculs un peu trop approfondis. Là, c'est un autre caractère qui s'approche un petit peu de ce qu'il y a à Houzia. Là, c'est le littoral. Alors, le littoral, comme vous voyez, ça, c'est 2005. Là, c'est 2006. Et ce qui s'est passé maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est plus grave, 100 fois plus que ça. Donc là, vous voyez, ça, derrière, il y a la plage. Alors, les gestionnaires, ils voulaient aménager une plage. C'était une flore, intéressante. Ils voulaient aménager la plage, mais sans faire appel à des experts, bien sûr. Ça, c'est comme ça, c'est une mauvaise gestion, non basée sur des travaux scientifiques. Alors, ça a commencé par l'envahissement, comme vous voyez, il y a un déplacement. Et là, vous voyez que la flèche, elle indique, c'est travailler avec des signes, elle indique exactement l'emplacement. Et vous voyez que ça évolue, ça évolue, vous voyez la différence entre ça et ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le salissement des terres. Le sable, il envahit les terres de culture, salissement, évapotranspiration, baisse de productivité, c'est le même phénomène, toujours de désertification. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a le sable qui envahit tout ça. Et ça risque d'arriver par n'importe où. Et il suffit de lire, pour Essaouira par exemple, il suffit de lire ce qui s'est passé en 1930 à Essaouira. Le sable a envahi même les poteaux de l'éclairage. Et c'était, il fallait pour rétablir la situation, ça n'a pas été facile. Essaouira. Heureusement, il y avait à l'époque les Français, donc il y avait pas mal d'investissements, et ils ont pu combattre le fléau. Mais ils font toujours attention maintenant à la chose, parce qu'ils ne peuvent pas le refaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? La destruction des groupements végétaux, et là vous voyez un terme important, c'est le terme de groupement végétaux. Le groupement végétaux. La lutte des espèces contre la désertification, ce n'est pas une espèce qui va lutter, c'est un groupement, ce qu'on appelle un groupement. Pour arriver à trouver un groupement, il vous faut des années de travail, parce que là c'est des méthodologies. Méthodologie, il y a deux écoles au monde. Il y a une école d'écologie à Montpellier, il y a une autre à Marseille. Ce sont les deux écoles au monde qui ont créé l'écologie en 1930. Il y a l'école montpelliéraine, c'est l'écologie, et l'école marseillaise, c'est la phytosociologie. Ils se rencontrent, mais c'est tout ça, c'est pour les écosystèmes. Donc les groupements végétaux, sans les groupements, sans que les espèces se regroupent, il n'y aura pas de lutte. S'il y a un intrus maintenant, si quelqu'un ici rentre un agresseur, on ne va pas mettre en avant les femmes. Quand même. Non, on ne peut pas mettre les femmes. Il faut mettre que des gens qui sont forts. On commence par les gens qui sont forts. Alors ça, c'est la même chose au niveau des écosystèmes. Ils placent les espèces qui ont des atouts. C'est pas fort, c'est pas costaud. Fort, c'est qu'il a un atout, quelque part. Donc, il place ceux qui ont des atouts contre d'abord l'agresseur. Et puis et les autres, ils bénéficient, bien sûr. Alors, le processus de dégradation manifeste un impact non seulement d'ordre écologique, mais aussi d'ordre socio-économique. Bien sûr, l'économie, l'écologie, ça va ensemble. Alors, qu'en est-il de Houzia maintenant? Alors, je vous donne cette vue
Satellitaire, bon, c'est pas une image, c'est une scène numérique. Hein. On travaille ça pour faire ressortir ce qu'on veut. Hein, c'est numérique. Donc, ce qui est en rouge, c'est des agglomérations d'habitants. Et vous avez ce qui est en vert. En vert, ce sont des espaces, si vous voulez, dont la densité avoisine ou dépasse 70%. C'est-à-dire le végétaux couvre. Donc, il domine le sol, si vous voulez. Il domine le sol. Et ce qui est ici en rose, clair, ça veut dire que c'est le sol qui domine. Hein, c'est le sol qui domine. Et là, vous avez des terres irriguées. Ça, c'est des cultures, c'est d'irrigation. Donc, vous remarquez que ici, la province d'El Jadida, hein, vous voyez, la province d'El Jadida, jusqu'à Safi, etc., hein, vous voyez que tout est désertifié. Hein. Désertifié, c'est pas Sahara. Hein. L'avancée des sables, c'est la désertisation. Mais ça, c'est la désertification. Donc ici, c'est trop désertifié, hein, comme vous le voyez. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette région, ces régions? C'est ce que vous voyez là. Là, c'est des peuplements, c'est des reboisements. Des reboisements de plantes avec des plantes étrangères. C'est l'eucalyptus, hein, qui est amené de l'Australie. Donc, l'eucalyptus est une espèce étrangère. Elle sert à quelque chose, mais pour l'environnement, il faut les espèces naturelles. C'est elles qui façonnent l'environnement en ayant atteint une certaine densité pour réagir avec leur milieu. Alors la seule tâche, si vous voulez, qui est semi-naturelle, on va dire, c'est Hawzia qui est là à côté d'El Jadida, ici. C'est cette tâche-là que nous avons dans toute cette partie-là. Donc c'est d'où l'importance de parler de Hawzia dans ce travail-là. Oui. Bon, ça c'est la province quand il y avait Azmour, quand il y avait Sidi Ben Nour avec. Hein. Bon, ça c'est parce que le travail était. Bon là, donc vous avez l'espace de Hawzia, travaillé bien sûr toujours scène numérique, et le Hawzia, c'est ce que vous voyez en rouge, qui se prolonge ici jusqu'à Azmour à peu près. Bah, ce que vous voyez en rouge vif, bon là c'est juste pour information, ce sont les espèces qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire elles poussent, hein, des jeunes pousses, c'est des plantes. Par exemple, ça c'est l'eucalyptus, hein, ça c'est l'eucalyptus au mois d'ici, au mois de septembre, l'eucalyptus il commence à donner des jeunes pousses. C'est pour ça que plus c'est jeune, plus ça reflète beaucoup, il se base sur les réflectances spectrales. Donc là, c'est Hawzia, quand elle était, hein, comme vous le voyez, en 1987. Il n'y avait pas Mazagon. Hein. Donc il y avait un peu de golfe là, mais elle n'était pas trop habitée. Donc c'est pour les laisser comme mémoire, référence. Hein. C'est très important. Les références, très important. Et là, c'est un travail qui a été effectué en 2004 sur Hawzia, parce qu'on sentait, on pressentait que Hawzia allait subir une pression. Hein. Donc, on a essayé de travailler Hawzia avant qu'il y ait beaucoup de dégâts pour avoir un état de référence avec lequel on peut comparer par la suite. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, nous avons un certain nombre de formations végétales. Hein. Là, ce que vous voyez comme forêt, hein, entre guillemets pour nous, hein, parce que c'est juste l'eucalyptus, c'est pas ça, le littoral. Le littoral, dans cet endroit où il y a la forêt que vous voyez en vert, il devrait y avoir un mattoral, c'est-à-dire des espèces arbustives. Et normalement, il devrait y avoir d'arbres. Et puis, vous avez ce qui est en vert ici, une autre formation, espèce arbustive aussi, c'est le prolongement en fait. Et puis, vous avez en rouge, vous voyez la petite ligne en rouge, c'est ça ce qui nous intéresse. Hein. C'est ça ce qui nous intéresse le plus, parce que ça, c'est là où il y a les espèces qui combattent, hein, si vous voulez, l'agresseur qui est le vent, généralement marin, accompagné d'embrun. Il dessèche tout. Hein, et si seul, hein, même si vous mettez des murs, hein, un mur de je ne sais pas combien, il va passer le sable. Mais avec ces espèces-là, elles jouent un rôle très important. Bon, là, c'est ce qu'il y a à Hawzia, hein, c'est ce qu'il y avait dans le temps. Dans le temps, c'est recensé, hein, vous pouvez avoir ce document, il est aussi à la province. C'était un projet régional, provincial. Donc il y a 38 familles, 91 espèces, hein, avec 82 qui sont autochtones naturels, il y avait 9 étrangères
hein, dont 8 espèces qui sont étrangères au Maroc, hein, étrangères du Maroc. Là, c'est un travail là-haut, vous voyez, 2022, il y a recensé 24 familles, 46 espèces, hein, vous comparez quand même, une baisse importante. Donc la dégradation, elle est là. Il y a des espèces qui ont disparu. Bon, ça va. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que là, c'est pour préciser que cette ligne rouge, rappelez-vous, cette ligne rouge, elle est très importante, non seulement ici, c'est dans tous les littoraux, hein, atlantiques ou bien à d'autres milieux, tous les littoraux, cette petite ligne rouge, c'est elle qui est, hein, très importante pour les écologues. C'est elle qui protège tout. Si vous détruisez cette ligne, tout va disparaître. Oui. Voilà, cette ligne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ligne? Vous avez ces espèces qui sont devant, là. Hein? Vous avez ce qu'on appelle des groupements végétaux. Il y a plein d'espèces, hein, qui sont ici à l'intérieur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, je ne vais pas montrer comment est-ce qu'on a travaillé, etc. On passe par énormément de choses, hein. On calcule l'entropie des espèces, est-ce que les espèces sont réactives, l'information mutuelle, il y a des trucs statistiques. L'écologie, il y a beaucoup de statistiques, mais là, je vais au résultat directement. Alors, comme vous voyez, c'est des noms latins. Il y a le Forbio agropyretum giensiformis, c'est un groupement, c'est une formation. Si un écologue à l'échelle internationale entend ce mot, il sait ce que c'est. Hein, il sait ce que c'est, il sait qu'est-ce qu'il y a comme espèce là-dedans. Et il sait l'importance de ce groupement, parce que c'est écologique. L'Otanto amophyleton, quand vous entendez ça, on sait très bien où est-ce qu'il est son placement, etc., comment il joue, quel rôle il joue, et tout ça. Vous avez le Chrysianoletum maritime, Climatidis rosé, Juniperetum lissier. Tout ça, c'est des noms latins, mais c'est des groupements. Il y a plein d'espèces à l'intérieur. Et les noms qu'on donne, c'est les noms des espèces les plus dominantes dans le paysage, mais là-dedans, il y a énormément de choses. Alors ici, le Hawzia, il y a ces quatre-là. Et c'est rare, hein, maintenant sur les côtes atlantiques, que ce soit même en France, même en Espagne, etc., en Portugal, Espagne, vous n'avez pas ça réuni. C'est vrai que vous avez un petit peu quelques espèces qui changent, mais pour avoir les quatre groupements, c'est impossible, c'est presque impossible sauf à Al-Hawzia. Et ça, c'est un miracle de trouver ça à Al-Hawzia. C'est de l'or, ça c'est de l'or. Si vous dites ça à des écologues, ben, ils viendront tous voir ce qu'il y a là-dedans, parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces groupements, quelles sont les espèces, etc., etc. Donc ça, c'est le résultat d'un petit peu de ce travail. Mais il faut savoir qu'il y a une thèse qui se prépare aussi à Rabat, que nous supervisons aussi. Et là, ça va un peu très profondément que ça. Il y a le fonctionnement, comment ça fonctionne. Hein, est-ce que c'est vivant encore ou pas? Hein, est-ce que l'écosystème, est-ce qu'il est toujours vivant? Parce que la vivacité d'un écosystème, on la calcule, ça se calcule. Est-ce qu'il y a des espèces, en fonction des espèces les plus sensibles? Il y a des espèces qui sont très sensibles, il y a des espèces qui sont, ils ont qu'on appelle une large amplitude écologique. Ils supportent changement climatique maintenant, etc. Il y a des espèces qui vont les supporter, il y a des espèces qui ne vont pas les supporter. Il y en a qui vont disparaître rapidement. Imaginez que c'est des espèces, par exemple, qui ont un vertu anti-cancer, ou je ne sais pas, c'est des usines, tout ça. Si vous savez, ça disparaît. Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine. Si vous prenez un exemple comme le Taxus baccata, Taxus, c'est une espèce reconnue, bien connue aux États-Unis, en Europe aussi, vous en avez. Elle a disparu presque au Maroc. Il y a quelques pieds, mais aux États-Unis, elle est abondante. Vous avez en Europe, il y en a pas mal, mais aussi, elle est trop dégradée. Alors ça, c'est les États-Unis, ils ont extrait de vertus anticancéreuses. Parce qu'ils ont le potentiel au début, parce qu'on a besoin de beaucoup de feuilles, pour faire ça. Donc là, vous voyez, ces groupements, comment ils luttent, mais là, c'est dégradé. C'est trop dégradé. Bon, il y a certaines espèces qui sont en train de stabiliser les dunes, parce que sans cette stabilisation, vous ne pouvez pas avoir d'autres espèces. Ça sera uniquement du sable après. Alors, quelle perspective pour Hawzia, pour ne pas tarder? Oui, allez-y. D'abord, il faut savoir que Hawzia,
hein, il est sous pression. C'est là où le rôle des associations, il faut qu'ils conjuguent leurs efforts avec les autorités, parce que l'université ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque les ministères se sont partagés le pouvoir, ils ont dû donner à l'université uniquement la recherche et la sensibilisation. Et eux, ils ont pris l'argent, hein, pour travailler. Bon, c'est bien, mais il faut qu'ils travaillent. Donc, les associations, c'est l'intermédiaire entre l'université et toutes ces autorités. Donc, il faut travailler. Là, vous voyez que la pression est continue. Là, il y a une sélection de plantes. C'est très dangereux. On sélectionne les meilleures plantes et on laisse celles qui ne volent pas. Là, vous avez le pâturage. Le pâturage, l'écologie n'interdit pas le fait d'entrer dans des écosystèmes à protéger, etc. Mais elle demande une gestion rationnelle. C'est-à-dire, quand on veut faire pénétrer des pâturages, ben, nous avons les moyens de calculer, hein, combien il va offrir ce pâturage. On peut. Et à quel instant il faut faire entrer, parce que il y a la poussée des plantes, etc. Quand est-ce qu'elles vont accumuler des réserves suffisantes pour qu'elles ne soient pas affectées par le pâturage? Tout ça, ça se calcule. Tout ça. Donc, sans faire ça, hein, c'est l'anarchie. Et bien sûr, le pâturage, ça risque d'être. Et puis vous avez, là c'est en été, hein, le Haoudia, un petit calcul a été fait rapidement, au moins 10 000 personnes par jour, 10 000 visiteurs par jour. Ça c'est le minimum, hein. Il y a des fois ça peut atteindre les 20 000, et même ça peut dépasser, et si vous n'avez plus où vous stationnez. Et les gens, ils sont sur les écosystèmes, le feu, ils cuisent n'importe quoi, ils passage n'importe comment. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Haouzia, hein, on va le voir. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, comme ça, vous... Bon. Alors, il y a le droit de l'environnement au Maroc. Bon, le droit de l'environnement en Europe, bien sûr, il va un peu plus loin, parce que là, en Europe, s'il y a, même si vous voulez bâtir votre maison, ici, il y a d'abord un expert botaniste, écologue, qui va venir faire un recensement des espèces que vous avez sur ce territoire. Ben, s'il remarque qu'il y a une espèce en danger, en voie de disparition, etc., il vous interdise, hein, ou bien il vous recommande ce qu'il faut faire, parce que normalement c'est interdit. Ici, on n'a pas ça encore. On n'a pas ça, mais nous avons quand même des articles importants. Par exemple, le paragraphe 13 de l'article 3, section 10, il dit tout espace du territoire national classé, parce que le Haouzia, par exemple, c'est un territoire classé. Et ainsi, lorsque l'équilibre écologique exige la préservation de ce constituant, il nécessite, hein, la protection de ce milieu-là. Et puis, dans l'article 20, la faune, la flore, la biodiversité doivent être protégées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver toutes les espèces, hein, et garantir l'équilibre écologique. Donc là, les lois, pas de problème, il y en a. Hein, il suffit un peu d'appliquer. Hein. Alors, quelles sont les perspectives? Oui, allez-y. Bon, là, c'est des choses, le maintien de la biodiversité, bien sûr, comme vous voyez, des îlots, et surtout des îlots relictuels. Alors, ça, c'est un mot très important. Îlot relictuel, ça veut dire qu'un petit coin qui préserve des formations anciennes disparues. C'est ça l'îlot relictuel. Al-Haouzia, c'est un îlot relictuel, hein, sur l'Atlantique. L'îlot relictuel permet le maintien du fonctionnement des milieux. Alors, si vous préservez les espèces en densité suffisante, recouvrement suffisant, ben, ils vont se multiplier, etc. Et cette multiplication, reproduction, c'est elle qui assure la pérennisation. C'est elle qui va assurer la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre beaucoup de fléaux. C'est pas sans ça, hein, adaptative au changement climatique. Alors, vu leur valeur écologique et socio-économique inestimable, les îlots relictuels d'écosystèmes anciens demandent une préservation et gestion projet qui doivent avoir une considération régionale. Ça, c'est très important. Il faut appuyer sur ça, parce que c'est pas Rabat, hein, qui va venir protéger Haouzia. Il faut qu'il y ait des gens ici, les associations, etc., qui doivent développer des efforts. La préservation de certains îlots relictuels de nos écosystèmes
constitue une importante étape pour la reconstitution de nos écosystèmes. Cette présentation que je fais, c'est dans ce sens, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser nos enfants dans 1000 ans? Est-ce qu'il y aura le Hawziya encore dans 1000 ans? Je ne sais pas. Parce que si on garde le Hawziya dans 1000 ans et que nos enfants vont avoir beaucoup de conscience, beaucoup de recherche approfondie, ils peuvent la reconstituer, les écosystèmes. Parce qu'il y a des espèces. Mais si les espèces sont détruites, alors... et ça, c'est un problème auquel il faut réfléchir un peu. Alors, l'espace du littoral de la baie de Hawziya est doté de diverses particularités. Alors, d'abord, c'est un site. C'est un site, c'est-à-dire c'est un site d'intérêt écologique, biologique et écologique. Donc, normalement, il est reconnu en tant que site. Mais le problème pour le Hawziya, c'est que c'est un site d'ordre 3. Parce qu'il y a 3 catégories de sites au Maroc. Il y a le CIB 1, CIB 2, CIB 3. Le CIB 1, interdit d'entrée, donc ça c'est comme à l'Europe. Le CIB d'ordre 3, il est à cheval. Il peut virer vers carrément pour une artificialisation complète, c'est-à-dire on peut bâtir, enlever tout ça. Donc, il faut faire un effort dans ce sens parce que ce travail, si les associations s'appuient dessus et on est prêt à donner des conférences sur ces sujets-là, il faut lutter pour le faire progresser de cible. C'est ça, il faut suivre les lois. C'est pour ça que vous avez du travail. Donc, c'est un site de protection des terres intérieures. Il protège. C'est un site périurbain. Et ça, c'est très important. C'est le seul site périurbain ici à El Jadida pour la distraction, pour le bien-être des gens. Il faut s'appuyer sur ces paramètres. C'est un site d'intérêt paysager. Alors, le mot paysage n'est pas introduit, que ce soit dans les lois en Europe, que ce soit dans les lois au Maroc. Pourquoi? Parce que si vous en faites entrer le paysage, tout monument, tout site, ça fait partie du citoyen, de l'environnement des citoyens. Et toute gestion doit prendre l'avis du citoyen. Donc le mot paysage, il est difficile à faire entrer, mais c'est très important. C'est un mot qui est apparu vers les années 1990, donc c'est nouveau. Et ça va rentrer un jour, parce que c'est très important. Alors, site d'intérêt biologique, d'intérêt écologique et environnemental, bien sûr. D'après ce qu'on a vu, les atouts qu'il a écologiques, donc ça devient écologique. C'est un site d'intérêt économique. Bon, vu la rentabilité, vu les gens qui viennent, c'est un espace vert relictueux. C'est très important, représentant d'anciens écosystèmes. Donc, moi, j'appelle ce site, comme vous voyez ici, manifestation de mémoire historique, c'est pas seulement une mémoire historique ce site, mais il est plutôt, je considère que c'était une mémoire verte. C'est ça, les mémoires vertes. Il n'y a pas que les mémoires bâties, il y a les mémoires vertes. Mais c'est très important, à caractère encore fonctionnel. Alors, comme je dis là, j'ai donc prouvé comme quoi il est encore fonctionnel. Ça veut dire qu'il est encore temps de le protéger avant qu'il ne meure, comme la forêt de Ben Slimane. Donc, il ne faut pas qu'il meure. Matérialisons un précieux lieu d'éducation environnementale. Il faut bien axer sur ça. Chaque année, les ingénieurs forestiers, ils viennent pour que je puisse les encadrer sur ce site-là. C'est très important parce que l'unique site encore fonctionnel dans ce... Alors, le rehaussement de son classement vers au moins cible d'ordre 2, je dis bien au moins, reste imminent en vue de sa protection et préservation. Voilà, et donc on revient au titre, l'espace vert du littoral de la baie de Hawziya reste un patrimoine écologique et environnemental à réhabiliter, à protéger et à préserver. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci. Toujours intéressant. C'est vrai que à partir d'aujourd'hui, on aura un autre regard porté sur notre forêt urbaine, parce que tous les Gili sont très attachés à cette forêt. Bien sûr, elle nous est très chère, on la connaît, mais on la connaissait pas comme vous venez de la décrire, avec cette richesse, cette biodiversité qui est unique. Vous venez de le dire d'ailleurs, qui est unique, ce qui la rend encore plus intéressante à préserver. Vous avez parlé du rôle régional, et je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ne se décide pas au niveau de Rabat.
il faut que nous, autant que je dis, que nous agissons pour préserver ce qui nous appartient, parce que c'est notre forêt, et c'est un poumon pour la ville, une ville qui, il faut le dire aussi, souffre de problèmes de pollution. C'est une évidence. Bon, je sais pas si, ils veulent pas le reconnaître, mais c'est une vérité vécue au quotidien par tous les jdidi. C'est une forêt, vous le savez encore mieux que moi, qui n'est pas si vieille que ça. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il veut, il peut. Et on peut la préserver, on peut la créer, on peut l'élargir. Il faut arrêter de bâtir. Il faut arrêter de créer des projets sur des zones qui sont vitales. Je pense que l'apport à la biodiversité d'une forêt et à l'apport tout simplement au confort quotidien des jdidi ou de l'homme de manière générale est supérieur et plus important lorsqu'il s'agit d'une forêt que lorsqu'il s'agit de je ne sais quel projet. Malgré tous les chiffres qu'on pourrait mettre en avance pour le justifier, mais un espace vert sera toujours plus bénéfique pour le confort de l'homme. Ça, c'est une évidence, surtout dans un pays qui est semi-désertique, je crois, au climat semi-désertique comme le Maroc. Merci beaucoup, professeur. C'est fort intéressant. Je propose déjà aux membres de la Fondation qui sont là j'en propose que le thème de la prochaine édition, Inch'Allah, soit la forêt de Haouzia et que le gros des interventions porte sur le Haouzia. Je donne la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, avant donc je prends la parole. Juste pour, je vous en prie. Juste pour, si vous voulez, donner une alerte sur le Haouzia. Haouzia n'est plus, maintenant, à partir de ce moment-là où je vous ai présenté ça, il n'est plus seulement un élément du paysage. Là maintenant, ça devient, en plus, il y a les phénomènes écologiques que vous avez vus. Donc, toute gestion, elle ne peut pas se faire au hasard. Quand il y a des éléments écologiques, ça y est, c'est fini. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Haouzia, il faut faire attention maintenant à ce système écologique. Il faut faire attention. J'aurais une question à vous poser, professeur. C'est, comme je viens de le dire en présentation, quand on est sur la route de Casablanca, on voit des arbres très abîmés. C'est dû à quoi? Alors, ces arbres, ces arbres que vous voyez, ce sont des eucalyptus, comme j'ai dit. Ce ne sont pas des espèces autochtones. Ce sont des espèces introduites d'Australie. Et ils ont un comportement, bien sûr, un peu agressif d'abord, vis-à-vis de notre flore. D'accord. Donc, c'est une mauvaise chose de les avoir installés là-bas. Ils ont tué tout l'écosystème normalement naturel qui devait exister dans ces milieux. Et l'écosystème, normalement, il est encore plus agréable. Malheureusement, donc ils sont là. Alors, ces espèces-là, ils cherchent de l'eau dans le sol profondément. Et il n'y a pas qu'à Haouzia où ils sont morts. Ils sont aussi à Sidi Abed, il y en a aussi sur les dunes en allant vers Safi. Et ça, ça demande bien sûr des études approfondies, mais a priori, c'est une question de nappe phréatique. D'accord. Tout. Parce que la nappe phréatique, elle n'est pas homogène partout. Donc, il y a des coins où il n'y en a pas, il y a des coins, etc. Donc, ça doit être la cause principale. Et en plus, c'est des plantes qui demandent un rajeunissement à chaque fois. Des plantes qui demandent une coupe à chaque fois pour se rajeunir. Et pour voir alors quelles seraient les espèces, les essences à encourager ici à Jadida à replanter? Aucune espèce ne peut résister ici. Parce que seules les espèces naturelles. Il y a un matoral, normalement, ça s'appelle la Juniperae littorale. Ça a été parmi les 4 là. Et là, la Juniperae littorale, avant l'installation de Mazagan, il y en avait pas mal. Bon, Mazagan, c'était un peu le cœur de cette Juniperae littorale. Alors, l'installation de Mazagan a détruit bien sûr le cœur et donc elle est en voie de dégradation maintenant. Il y a quelques pieds et de telle sorte que
lors de mon arrivée à l'université, hein, j'ai ramené un pied pour le protéger à la faculté. Il est maintenant à la faculté. Hein, parce que je savais qu'il y avait un problème dans ce sens-là. La Juniper électorale est très connue. Donc il faut la préserver, la rétablir, bien sûr, tout ça. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et tout à fait, professeur, et j'espère qu'on travaillera tous ensemble pour le bien-être de notre ville et notre environnement. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'était fort intéressant et fort enrichissant. C'est un plaisir donc d'avoir partagé connaissance avec le public et j'espère que ça donnera un fruit. Hein. Nous avons formé beaucoup de militants, hein, bien sûr des étudiants dans ce sens, et j'espère que le public va aussi aider pour le mieux de notre lieu de vie, quoi. Tout à fait. Hein. Mais de toute façon, comme vous l'avez vu, notre environnement est dégradé. Hein. Là, bien sûr, quelqu'un qui ne connaît pas la botanique ou l'écologie, ben, il croit que c'est ça le paysage. Non. Il y avait plein de forêts, il y avait plein. Donc notre paysage, il souffre. Les gens souffrent de maladies, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Pourquoi? Et il y a la pollution qui arrive, etc. Tout ça, s'il y avait des écosystèmes, bah, ça aurait dilué tout ça. Donc, je ne sais pas, il faut qu'il y ait beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et bien sûr, l'action mieux que l'inaction, de toute façon. Hein. Il faut agir, il faut commencer. Hein. Un jour, il faut commencer, donc il faut y aller. Hein. C'est pas facile, mais il faut y aller. Il faut y aller. D'ailleurs, cet après-midi... Et moi, je pense que les fonds ne manquent pas. Hein. Les appuis des pays développés dans ce sens, il suffit de leur justifier votre projet, quoi. C'est tout. Et puis les autorités, il faut les convaincre, et ça ira. Il y a des gens qui peuvent venir même de l'extérieur pour aider. Mais il faut commencer. Bon. D'ailleurs, cet après-midi, on vous encourage dans ce sens. Cet après-midi, on aura la chance de profiter de l'expertise française en matière juridique et de protection de l'environnement avec Monsieur Géraud Debergue, qui nous traitera du rôle du Conseil d'État dans la protection de l'environnement, dans la continuité de ce qu'on a entendu, on a vu ce matin. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. À quoi, c'est moi qui vous remercie.